À la une ce soir, près de 170 élus représentants du monde agricole et socio-professionnel se sont rendus à Bruxelles pour protester contre la décision de la Commission européenne de diminuer les aides accordées pour la politique agricole ultramarine. Nous y reviendrons. La gestion des impôts en Guyane serait très dégradée selon la Cour des comptes, qui a émis des conclusions sévères sur le traitement de la fiscalité en Outre-mer. Pour quelles raisons faisons-nous partie des mauvais élèves du fisc? Les réponses dans cette édition. Et puis, nous nous accorderons un moment de douceur et d'harmonie avec l'œuvre de l'artiste mexicaine Frida Kahlo, retranscrite par l'association Coin de la Danse lors d'une représentation offerte entre les murs de l'Ancre. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tranche d'information locale et régionale. Ouvrons ce journal et prenons immédiatement la direction de Bruxelles, où le monde agricole ultramarin est mobilisé pour convaincre l'Union européenne de faire machine arrière en ce qui concerne la décision de réduire de 4% le budget des programmes d'aide à l'agriculture des régions ultra-périphériques. 170 représentants des différentes filières agricoles, dont la Guyane, parlent d'une même voix qui a finalement été entendue par deux hauts commissaires européens, l'Irlandais Phil Hogan, délégué à l'agriculture, et le Français Pierre Moscovici, responsable des finances. Un reportage signé Éric Dupuis. L'outre-mer au centre de Bruxelles, ou du moins des discussions à Bruxelles, dans ce très chic hôtel de la capitale belge. Phil Hogan fait face au monde agricole des régions ultra-périphériques. Très attentifs, les socio-professionnels du secteur de l'agroalimentaire sont soulagés par le discours de l'Irlandais. Je leur ai dit aujourd'hui que nous commencerons les négociations avec le Conseil et le Parlement européen dès cette année pour être sûr qu'il n'y ait pas de réduction du budget du POSEI. Une bataille est donc remportée pour les représentants des filières venus des quatre coins de l'Europe ultramarine, se mettre dans la poche les membres de la Commission, même si rien n'est encore joué. La Commission est souvent un point de référence, un point haut. Et donc il faudra se battre pour conserver ce niveau. Mais aujourd'hui, il y a une annonce, je crois, très positive, très rassurante, très solidaire. En réagissant très vite, le monde agricole a fait un premier pas vers le maintien des aides, mais les négociations au niveau des États membres vont être longues. On évoque une année entière. Ce sont les Allemands qui sont à la manœuvre dans cette affaire pour faire baisser le budget agricole européen. Est-ce que les Français auront le dynamisme et l'influence nécessaires en s'appuyant sur les Espagnols, sur les Italiens, sur les Polonais, sur d'autres pays qui eux aussi sont mécontents de cette proposition de la Commission sous influence allemande? Est-ce que les Français auront cette dynamique-là? Nous n'en savons encore rien. Reste maintenant aux filières à être attentives aux négociations et surtout conserver l'appui de Paris tout en acquérant celui d'un maximum d'États. Une affaire à suivre. Les voix des sénateurs Caram et Passion se sont jointes au mouvement de protestation. Pour eux, ce serait le développement entier des territoires qui sera affecté par des baisses annoncées. Je vous laisse découvrir leurs arguments. Monsieur Juncker doit respecter sa parole. Et lorsqu'il dit, et nous y étions, Georges Patien et moi, à Cayenne, nous allons poursuivre les programmes possibles pour l'agriculture, je ne compte pas les réduire et les corriger vers le bas, qu'il respecte sa parole. On ne peut plus supporter que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et tous nos territoires qui donnent à la France sa dimension puissent être des pays de transferts sociaux et de politique de la main tendue. Il faut maintenant aller à l'affrontement s'il le faut. Nous avons toujours des épées de Damoclès sur la tête, l'octroi de mer. Ça fait des années, des décennies qu'on entend dire on va supprimer l'octroi de mer. Qui l'a supprimé? Sera remplacé par quoi? On n'en sait rien. Eh bien, c'est la même chose pour le POSEI. On a l'impression que les Outre-mer sont devenus la variable d'ajustement, puisque bon, c'était 27% de l'enveloppe, c'était un cofinancement à 85%. Donc on va rogner sur les Outre-mer pour permettre aux autres régions françaises de s'en sortir. C'est pareil hein, sur les financements nationaux avec la péréquation, où notre péréquation est très faible par rapport à la péréquation qui est servie aux communes hexagonales. Donc c'est vraiment un combat qu'il nous faudra mener, et un combat sévère, parce que bon, avec la baisse des dotations déjà, nous avons été plus ou moins pénalisés sur le plan national. Maintenant, sur le plan européen aussi, nous allons être pénalisés. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une situation très très difficile, très périlleuse, très grave pour nos économies déjà fragiles et fragilisées. Plus qu'une simple
quel terme pourrais-je employer, plus que de petites rencontres entre nous, il faudra aller vers véritablement un affrontement. Voilà. Continuons dans le chapitre économique et des fonds publics avec une question. La gestion de l'impôt est-elle très dégradée en Guyane? C'est en tout cas le cas qui ressort des conclusions émises par la Cour des comptes. L'instance pointe du doigt l'insuffisant civisme déclaratif des ultramarins, chiffrant à 500 millions d'euros le manque à gagner généré par une gestion jugée calamiteuse. Pourquoi et comment? Ayodé et Germain nous éclairent. Dans les Outre-mer, l'établissement, le contrôle et le recouvrement des impôts ne sont pas assurés dans les mêmes conditions de qualité que dans le reste du pays. C'est le constat de la Cour des comptes dans un référé adressé au ministre Édouard Philippe en mars dernier et rendu public hier. Dans ce référé, la gestion de l'impôt est acceptable à La Réunion, mais dégradée en Guadeloupe et en Martinique, et très dégradée en Guyane et à Mayotte. En cause, un fisc privé d'outils efficaces pour lutter contre le manque de civisme déclaratif, mais surtout les désordres fonciers et immobiliers. En Guyane, de nombreuses habitations, souvent illicites, ne se concrétisent que par la seule adresse collective utilisée par un grand nombre de foyers, adresse en PK ou point kilométrique. Des adresses souvent difficiles à exploiter par les services de la Direction régionale des finances publiques, avec comme conséquence des pertes importantes de recettes fiscales. En règle générale, l'Outre-mer compte 253 000 constructions illégales sur des sols appartenant à autrui, soit 24% du parc. Conséquence, c'est communément les propriétaires apparents qui sont soumis à la taxe foncière plutôt que les propriétaires réels. Généralement, les ménages taxés ne contestent pas, assimilant le paiement de l'impôt à une preuve de propriété. Une situation qui porte un risque de contentieux qui est estimé à 500 millions d'euros. Santé à présent avec l'organisation demain d'une marche unitaire pour accélérer le rétablissement de l'hôpital de Cayenne. Alors que le préavis des 17 médecins urgentistes démissionnaires arrive à son terme et que 50 infirmières ont rejoint le mouvement de contestation, le personnel soignant se met en marche pour tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Le docteur David Loeb est sur le plateau pour faire le point avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À quelques jours de la fin de votre préavis, quelle est la situation actuelle des médecins urgentistes ? Pour l'instant, on est toujours démissionnaires. Nous avons eu récemment plusieurs rencontres avec l'ARS et la direction en vue de l'établissement d'un protocole d'accord de sortie de crise dont nous avions proposé une feuille de route avec une série de revendications à la fois pour le service, pour l'hôpital et pour la Guyane. Et nous sommes en pourparlers avec l'ARS en vue d'une sortie de crise. Que propose ce protocole ? En gros, ce serait difficile de le résumer. Pour l'instant, le protocole n'est pas encore écrit, n'est pas encore signé. Donc, il touche sur des domaines techniques de fonctionnement, il touche sur des domaines de gestion en termes de matériel et en termes de gestion humaine de l'hôpital et du service des urgences. Il touche aussi, par exemple, les centres de santé, effectivement, puisque c'est ce qu'on appelle l'amont des urgences, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Donc effectivement, c'est très large. Et effectivement, on attend déjà le protocole et on attend de pouvoir se concerter aussi entre nous, savoir quelle issue on donne et si on signe ce protocole. 40 millions viennent d'être débloqués par le gouvernement pour améliorer l'offre de soins en Guyane. Pensez-vous que cette somme suffira à nous faire sortir de l'impasse ? Non. Clairement non, puisque le chantier est énorme. Il faut bien se rendre compte que ça fait des années qu'on alerte sur la situation sanitaire en Guyane, de manière générale, en particulier sur la situation du char. Concrètement, nous, en tant que médecins à l'hôpital et tous soignants confondus, on fonctionne en mode dégradé. C'est devenu notre quotidien. Ça fait plus de 15 ans qu'on alerte sur la situation. On fonctionne en mode dégradé. Concrètement, pourquoi cette marche demain? C'est que là, on arrive à bout de souffle. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ou il y a déjà une crise sanitaire de grande ampleur en Guyane, et notamment l'hôpital de Cayenne. Ensuite, 40 millions, oui, maintenant, il faut
Alors c'est un petit peu technique, mais il s'agit d'un fonds d'investissement sur 5 ans. C'est pas 40 millions d'un coup, c'est 40 millions sur 5 ans. Et d'une part, d'autre part, ça fait 2 ans qu'on les attend. Le Copermo, il a été négocié à plusieurs reprises, donc ça fait 2 ans qu'on attend ce financement. Ensuite, il y a une aide qui a été débloquée en 2018, une aide exceptionnelle pour les hôpitaux ultramarins qui a été accordée par le gouvernement. En Martinique, l'aide est estimée à 78 millions d'euros. En Guadeloupe à 39, en Guyane 2,5. Lors de son passage sur notre plateau, la directrice du CHAR a pointé le manque d'attractivité de la Guyane pour le personnel soignant. Est-ce que vous partagez sa vision de la chose? Non, j'en suis un des exemples. Moi, j'ai fait mes études ici. J'étais interne anti-Guyane. J'ai passé ma thèse ici. Et après, je suis reparti en métropole et revenu ici. En tant que tel, la Guyane est très attractive de fait. Enfin, l'exercice de la médecine et de la santé en Guyane est très très intéressante. Il y a des particularités médicales qu'on trouve nulle part ailleurs sur le territoire français. Tout ce qui est maladies infectieuses, tout ce qui est traumatologie, tout ce qui est... enfin, les exemples sont variés. Et de ce fait, on a beaucoup de remplaçants. L'été dernier, l'été d'avant, des gens qui viennent en cours d'année, des gens qui travaillent en métropole, qui viennent un mois et qui repartent. Et les gens sont attirés pour venir travailler en Guyane, avoir une première expérience. Le seul problème, c'est qu'on ne donne pas à ces gens envie de rester. Et le fait que justement les remplaçants arrivent à l'échelon 13, donc l'échelon maximum en termes de paiement, est-ce que ce n'est pas une façon de les inciter à rester justement? Non, parce que a priori, c'est pas pérenne. Là, l'échelon 13 qui a été débloqué de manière exceptionnelle très tardivement, parce qu'effectivement, les remplaçants pour l'été, ils sont remplaçants, donc on les a. Ça a été activé en mai. C'est pour une petite période. Oui, c'est des remplaçants qui viendraient un mois. Donc c'est l'échelon 13 pour un mois. Mais ça a été débloqué là suite à nos démissions. Et justement, ces personnes qui viendraient un mois, leur salaire approximatif, est-ce que vous avez une idée de ce qui leur a été proposé? C'est les grilles salariales, échelon 13, je crois qu'effectivement ça correspond de l'ordre de 10 000 euros, mais c'est pas l'important parce qu'en fait les gens viennent pas en Guyane pour l'argent. D'accord, c'est vraiment pour l'exercice de la santé. Ils ne viennent pas pour l'argent. Les gens viennent pour développer des projets. Et justement, pourquoi je parlais de crise sanitaire, c'est parce que les gens partent épuisés. Il y a des gens qui viennent pour travailler 1 an, ils signent un contrat d'1 an, ils viennent, ils ont des projets, ils voient des problématiques, ils alertent sur ces problématiques en disant il faut faire quelque chose, sans réponse, ils jettent l'éponge. Je veux dire, je vous parlais de crise sanitaire et d'où la marche de demain, parce que tout le monde jette l'éponge. L'hôpital, plus de spécialistes. Il faut bien se rendre compte, par exemple, qu'il y a encore quelques mois, on avait 3 ophtalmos. À force, les ophtalmos sont partis dans le libéral. Il n'en reste plus qu'un, depuis des mois. Il n'en reste plus qu'un qui va partir mi-juillet. Donc ça veut dire que mi-juillet, les gens vont arriver aux urgences de Cayenne, à l'hôpital de Cayenne, avec les yeux crevés ou un problème d'ophtalmo. Pas d'ophtalmologue. On leur dira, allez voir ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez que la marche de demain pourrait changer? Qu'est-ce que vous attendez de cette marche? Qu'est-ce qu'on attend de cette marche? C'est surtout d'alerter. Je pense que la population l'a bien compris, d'accord, mais alerter les pouvoirs publics sur cette situation catastrophique, pour au moins essayer que quelque chose soit fait pour ralentir ou arrêter les départs. L'exemple du docteur Favre en est un exemple plus flagrant. Une dame qui est restée pendant 20 ans en Guyane, qui est un des piliers de l'hôpital et qui, au bout d'un moment, n'en peut plus, elle jette l'éponge. Donc elle s'en va. Qui participera à cette marche? Qui la composera? C'est un appel général qu'on a voulu lancer, qui a été effectivement un petit peu précipité parce qu'on a effectivement beaucoup de réunions, beaucoup de choses. Donc on a voulu appeler déjà la population à se joindre à nous. Au niveau des syndicats, l'UTG a répondu présent pour défiler à nos côtés. Il y aura effectivement certains urgentistes démissionnaires, mais nous serons regroupés sous le collectif des praticiens du CHAR qui a été activé l'an dernier lors des événements. Et après, effectivement, beaucoup d'organisations viennent en soutien parce que, comme toute la population, ils sont inquiets pour leur système de santé, ils ont bien raison. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement l'heure et le lieu de cette marche?
Le rendez-vous est fixé à 8h, à 8h devant l'hôpital. Et après, nous allons marcher en direction de la préfecture où nous serons reçus et où nous voulons déposer une lettre ou plusieurs en fonction des autres personnes présentes. Nous souhaitons surtout que nos autorités de tutelle et le gouvernement se rendent compte de la situation de la santé en Guyane. Et nous souhaitons à ce titre demander une entrevue avec la ministre de la Santé. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Donc le rendez-vous est donné demain matin, 8h. Oui, devant l'hôpital. Devant l'hôpital. Après, si d'autres personnes peuvent nous rejoindre en cours de route, en fonction de leur disponibilité. Voilà. Merci infiniment, c'est un problème qui nous concerne tous. Merci docteur de nous avoir éclairé. Rendez-vous donc demain matin à 8h devant le char. Nous allons continuer avec les mots de la Guyane, comme le tourisme, tout comme acté dans les accords de Guyane. Une nouvelle campagne pour booster notre tourisme a été pensée par la Société nationale Atout France. Un nouveau départ pour certains opérateurs touristiques qui placent de grands espoirs dans cette campagne numérique chiffrée à 500 000 €. Ayolet Desgermain a été à leur rencontre. En ce mois de juin, cet hôtel de Cayenne est rempli aux 3/4, mais il s'agit essentiellement de visiteurs en déplacement pour affaires. Pour Hélène Paul, vice-présidente du club des hôteliers, la nouvelle campagne d'Atout France devrait permettre de redorer le blason de la destination Guyane en mettant plutôt en avant ses atouts. Dédommagement pour tous les préjudices que la Guyane a subis de tous ces slogans, la Guyane, personne ne vous croira, la Guyane, l'enfer vert, la Guyane, les serpents, la Guyane, le bagne, la Guyane, les moustiques, la Guyane, la fièvre. Enfin, il y en a que vraiment, là, je pense que les socioprofessionnels du tourisme en Guyane n'en peuvent plus. Donc, c'est vraiment la sonnette d'alarme que nous avons tirée. Ça a été une campagne demandée par le club des hôteliers, qui regroupe quand même 98% des hôtels en Guyane. En partenariat avec la CCIG, nous avons donc soumis à la ministre de l'époque, lors des mouvements de mars de l'an dernier, nous avons donc soumis une motion où nous avons travaillé avec Madame Erika Barrette là-dessus. 3 types d'actions sont déclinés depuis le début de l'année. Un investissement de 500 000 € pour une campagne web et digitale autour du site découvrirguyaneamazonie.fr, 4 tours éducatifs et des voyages de presse, ainsi que l'activation d'ambassadeurs de la destination Guyane-Amazonie et de partenaires tels que le guide du routard. Une campagne de communication qui devrait permettre de remédier au constat des derniers chiffres du comité du tourisme. Les voyages d'agrément ou d'attrait sont seulement à la 3e place des déplacements sur le territoire guyanais. Les visites d'affaires occupent le haut du pavé. Mais ce que je souhaiterais pour notre territoire, c'est vraiment développer un tourisme d'attrait pour la destination, d'attrait pour ce qu'il y a à y faire, à travers bien sûr ce qui nous obligerait à nous encadrer et à proposer des produits touristiques qui soient alléchants et intéressants. Aujourd'hui, on a un tourisme, bon, on va pas le redire ici, un tourisme vert, un tourisme écologique, un tourisme de niche, alors qui ne sera pas un tourisme de masse comme on peut voir ça et là dans la Caraïbe. Mais aujourd'hui, il faut développer ce tourisme d'attrait. En janvier 2018, le tourisme d'agrément représentait seulement 30% des déplacements contre 50% pour des raisons d'affaires. Une initiative touristique qui pourrait être douchée par les récentes préconisations de l'Agence régionale de santé. En effet, la liste des lieux de baignade interdits vient d'être éditée et 9 sites sont concernés. Un arrêté municipal a été émis pour les plages de Grante, Zéphyr, Hilaire et Colibri situées à Cayenne, à l'instar des chutes de Forgassier à Roura, du lac Saccarin à Rémire-Montjoly, des criques Patates à Montignéry, Tonne-Grande, Toussaint à Sinamari et Organabo à Iracoubo. Restez avec nous à venir dans votre journal. Retour sur un match nul dans tous les sens du terme avec des Bleus qui n'ont fait pas le figure face au Danemark. Ce matin, avant de se laisser porter par la poésie inspirante de l'artiste mexicaine Frida Kahlo qui a fait danser une association guyanaise ce week-end. Mais avant cela, un mot d'éducation avec la refonte de la bibliothèque numérique universitaire. Baptisée Manioc, cette source d'information commune aux étudiants de Guadeloupe, Martinique et Guyane fait peau neuve. Et pour répondre aux besoins de façon optimale, une grande enquête est lancée. Les détails de ce projet sont présentés par Kamel Bounedjadjen, bibliothécaire au micro de Gaël Wassim.
Alors la bibliothèque Manioc, c'est un projet à la fois patrimonial et de recherche qui est une structure collaborative qui rassemble l'Université des Antilles et l'Université de Guyane et aussi d'autres partenaires à la fois locaux mais aussi nationaux. L'objectif principal de Manioc, c'est évidemment de faire valoir le patrimoine à la fois de l'espace caribéen, de l'Amazonie et aussi du plateau des Guyanes. Donc il y a cet aspect patrimonial qui est très très fort, hein, qui est à l'origine finalement du projet. Et il y a aussi un aspect recherche. Donc c'est un support dans lequel on expose les différentes journées d'études, colloques, etc., qui sont organisées par les deux universités. Donc on essaie de mettre en avant à la fois la recherche, mais aussi tout ce qui concerne le patrimoine. Et voilà, ce sont les deux axes principaux de la bibliothèque numérique Manioc. Manioc a maintenant quelques années et souhaite renouveler à la fois son interface publique, proposer à nos lecteurs une interface qui soit plus dynamique, un graphisme aussi amélioré et aussi une circulation aussi originale. Hein. Donc, ce sera un outil commun qui nous permettra de rayonner dans la région amazonienne pour ce qui nous concerne, mais aussi dans la région caribéenne pour l'autre aspect des partenaires. Voilà. Changer les politiques appliquées en matière de drogue, c'est le but de l'association Support Don't Punish qui propose, dans le cadre de sa journée mondiale d'action, la mise en place d'une plateforme de photos. Les détails de Mathurin Carole au micro de Gaël Oassim. Le 26 juin, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue de l'ONU. C'est aussi la journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. L'IDPC, l'International Drug Policy Consortium, a décidé de retourner cette journée au profit des victimes de la guerre à la drogue. Il y a de nombreux pays qui ont des politiques très sévères à l'usage à l'adresse des usagers de drogue, avec parfois des mises à mort, des sevrages forcés. On sait aujourd'hui, et l'ONU le sait très bien, que cette politique peut avoir des effets sanitaires dévastateurs. On est soumis à la loi française, donc on est soumis à la loi du 31 décembre 1970. Ça a créé en Guyane comme ailleurs de la surpopulation carcérale, de la corruption. Il y a des problèmes sanitaires également. En Guyane, il y a une focalisation importante sur les mules. Au mépris en fait du véritable vecteur de la drogue de Guyane en métropole, qui est le véritable vecteur qui n'est pas les mules, mais le voyage par bateau, où la drogue, la cocaïne majoritairement par conteneur entier. On ne parle plus de quelques centaines de grammes dans l'estomac de quelqu'un. Il y a une focalisation là-dessus et du coup on passe à côté du vrai problème un petit peu. Pourquoi les gens font la mule? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, il y a un problème d'accès au travail, il y a un problème d'accès à un logement décent. En fait, on préfère se focaliser sur la répression plutôt que d'imaginer des politiques sociales et des politiques sanitaires adaptées. Samedi 30 juin, place des Amandiers, à partir de 17h, début du quiz à 17h30 jusqu'à environ 18h30. Et on poursuivra le quiz par des projections de vidéos et une animation musicale en lien avec la thématique, à savoir les drogues. La Guyane a brillé au championnat Europa Tai Chi 2018 grâce aux 2 médailles d'argent obtenues par Jacqueline Parenti. La professeure de Tai Chi Chuan s'est illustrée dans les catégories de prestations à l'épée et de pratiques à main nue du style Yang de l'école Tung. Toutes nos félicitations à elle. Avec un 0-0, l'équipe de France n'a en revanche pas particulièrement brillé ce matin face au Danemark. Ce match nul qui permet aux hommes de Didier Deschamps d'accéder aux 8e de finale et de garder la tête du groupe C n'a toutefois pas convaincu les supporters qui craignent déjà la prochaine rencontre entre les Bleus et l'équipe nationale d'Argentine, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Gaël Oassim a été prendre le pouls des supporters. L'ambiance est tendue dans ce restaurant de Rémy-Montjoly pour le dernier match de poule de l'équipe de France. Les supporters sont venus en masse soutenir les hommes de Didier Deschamps, jouant leur rôle de 12e homme à fond. C'est important. Eh bien, parce que tous les matchs sont importants, normalement. Et donc, comme moi, j'aime le football, et donc c'est très important.
J'ai laissé le boulot, évidemment, j'ai terminé. Et donc, je suis venu prendre un petit apéritif, en même temps, profiter de regarder le match. Tout préféré, ça va jouer sur le premier contre le deuxième au niveau des poules, donc à partir de là, ça reste important. Et puis ça montre aussi l'engagement pour toute la Coupe du Monde qui va se dérouler, quoi, voilà. Et on voit que le Danemark, il joue un peu la même chose que nous, il joue la première place, donc il y a de l'enjeu. On pensait que ça allait être un match un peu maintenu, mais au final, il y a de l'engagement, ça joue des deux côtés, c'est bien. Certains clients ont, eux, aucune idée de ce qui se joue ici. Ah, je savais même pas que la France était qualifiée en fait. Avec mon fils, on soutient le Danemark. Je sais pas, parce que ça nous fait rêver, c'est exotique. Je sais pas, par rapport à ici en fait. L'ambiance ne baisse pas d'intensité avec des occasions de part et d'autre. Frayeur pour certains, déception pour d'autres. Une ambiance quasi habituelle pour les jours de match dans ce bar, comme nous l'explique la responsable de salle. C'est convivial, ça fait festif, c'est important pour nous. Ça fait ambiance de bar. Ben, c'est plus agréable que chez moi parce que ma femme n'aime pas le football. Alors c'est pour ça que je viens ici. Pour l'instant, il faut attendre, on va voir la deuxième mi-temps. Mais bon, je pense que ça va finir sur un match nul. 45 minutes plus tard, quand certains sont satisfaits du résultat, d'autres relèvent les points à améliorer. Non, mais j'avais annoncé le résultat, j'avais dit que ça serait terminé sur un match nul. Bon, manque d'efficacité, c'est sûr. Qualification, c'est ça. Je suis un petit peu déçu parce que l'attaque manque un peu de punch. Voilà. Ouais, manque d'efficacité devant. Derrière, ça tient, mais si on veut aller loin, il faudra faire un peu mieux devant. Le résultat, moi je suis hyper ravi parce qu'en fait, ça arrange tout le monde. On reste premier du groupe. On va rencontrer le deuxième d'un autre groupe. Et puis, je pense que c'était un match où tout le monde s'est engagé. Et au final, le match nul, il le valait largement, quoi. La France finit premier du groupe C et sera opposée à l'équipe d'Argentine en 8e de finale ce samedi. Un mot de culture pour conclure ce journal. Et si la vie du peintre mexicain Frida Kahlo nous était contée par un ballet? C'est la proposition que nous avait l'association Coin de la Danse à l'occasion d'une présentation à l'encre. Pierre Tréfou s'est laissé porter par cette histoire mêlant savamment divers arts. Je vous propose de le suivre entre deux entrechats. Il est 19h jeudi soir, l'association Au Coin de la Danse effectue ses dernières répétitions de leur spectacle Frida danse. Les nuques sont nouées et les premiers signes de stress se font ressentir dans la salle. Mise en scène par Jussandra Sobrera, le spectacle reprend 16 autoportraits de la peintre Frida Kahlo. Entre amour, passion et folie, la vie de l'artiste mexicaine a inspiré la chorégraphe, formée à la danse classique puis contemporaine à Teresina d'où elle est originaire. Jussandra s'est installée en Guyane depuis 8 ans. Elle y a créé sa propre compagnie, le Coin de la Danse. Pour le spectacle, elles sont 15 danseuses au parcours différent. De la danse classique à la danse contemporaine, en passant par le jazz, les différents univers des danseuses ont pu composer un mélange unique. Le spectacle qui rend hommage à une artiste aussi engagée à la vie difficile met en avant la femme. Nous avons tous une force intérieure et malgré tout ce qui nous arrive, nous arrivons à dépasser les soucis, tout ce qui vient et puis de rester la personne qu'on est jusqu'au bout, jusqu'au jour de sa mort, quoi. Donc c'est vraiment un message de force, de beaucoup de passion, d'amour. Il faut vivre la vie, voilà, comme elle est. Pour les danseuses, la représentation a été un soulagement et la consécration de 6 mois de travail. Parfois c'est du bon stress, c'est du mauvais stress. Mais pour ce soir, on était bien connectés, tout ensemble. Et c'était du bon stress, je pense que c'était du bon stress, ça s'est bien passé. Entre passion, folie et tristesse, le spectacle Frida danse a su retranscrire les grands moments de la vie de l'artiste mexicaine.
C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 26 juin. Près de 170 élus, représentants du monde agricole et socio-professionnel, se sont rendus à Bruxelles pour protester contre la décision de la Commission européenne de diminuer les aides accordées pour la politique agricole ultramarine. Nous en avons parlé. La gestion des impôts en Guyane serait très dégradée, selon la Cour des comptes, qui a émis des conclusions sévères sur le traitement de la fiscalité en Outre-mer. Pour quelles raisons faisons-nous partie des mauvais élèves du fisc? Les réponses ont été présentées dans cette édition. Et puis, nous nous sommes accordés un moment de douceur et d'harmonie avec l'œuvre de l'artiste mexicaine Frida Kahlo, retranscrite par l'association Coin de la Danse lors d'une représentation offerte entre les murs de l'encre. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir fait confiance. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne nuit.